Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent un grand entretien avec Titou Lecoq, animé par Pamela Oene-Niako et enregistré le samedi 2 septembre 2023 au Grenier bernois. Ce qui me permettait de l'avoir à chaque fois avec les derniers chiffres à l'heure actuelle, alors que si je l'avais situé plus précisément, on m'aurait dit oui, mais c'est valable pour sa génération, mais ça n'est plus du tout comme ça, etc. Ouais. Donc ça, c'était important pour moi d'avoir vraiment les chiffres les plus récents pour m'appuyer dessus. Et donc sur l'argent de poche, c'est des études de 2020-2022 qui montrent que les parents ont tendance à donner davantage d'argent de poche aux garçons qu'aux filles. A priori, c'est évidemment pas parce qu'ils préfèrent leurs garçons et qu'ils aimeraient moins leurs filles, pas du tout. Quand on creuse un peu, il y a deux choses qui apparaissent pour expliquer ça. Il y a d'abord que les petits garçons demandent plus souvent des augmentations d'argent de poche. Ça commence à cet âge. Et là, mais là, tu te dis, attends, mais c'est pas... Et donc, ça, vraiment, voilà, ils demandent plus souvent des augmentations. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un rapport à la légitimité à posséder quelque chose qui n'est pas le même. Les petites filles, elles sont peut-être un peu plus gênées, elles osent moins, il y a déjà quelque chose qui se joue là. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que en fait, on se rend compte que, en vrai, les parents vont évidemment dépenser autant d'argent pour leurs garçons, leurs filles, mais pour les filles, ça va être davantage sous forme de cadeaux. C'est-à-dire que les garçons, et même, alors on m'a beaucoup dit depuis la sortie du livre, mais les grands-parents, les gens autour font beaucoup ça, on va donner un billet à un petit garçon en disant tu t'en feras ce que tu veux, et une petite fille, on va lui demander qu'est-ce qui te ferait plaisir, et on va lui offrir un cadeau. Et donc ça induit un rapport différent, ça veut dire que la petite fille, elle est en position de demander, donc d'être un peu mignonne, de dire ah ben j'aimerais bien ça et tout, alors que le garçon, il a son argent et il décide de ce qu'il en fait. Il peut décider de l'économiser, de le dépenser tout de suite, etc. Et là, sans s'en rendre compte, on induit déjà effectivement un rapport genré à l'argent dès la petite enfance. Ouais. Et un point, et c'est vraiment l'idée d'une trilogie, je pense qu'elle est vraiment juste et elle prend tout son sens, c'est que cette explication, elle est d'une part sociologique, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu dans ces gestes du quotidien, on dit des choses, on pense des choses, on les implémente et puis c'est comme ça que ça se crée. Donc voilà, on n'est pas dans des macros qui sont complètement insaisissables, on est vraiment dans ces gestes du quotidien. Donc une explication sociologique, mais aussi une explication historique. Et ce que je trouve très pertinent quand on lit, encore une fois, à la fois Les Grandes Oubliées, mais aussi votre ouvrage, parce que, le dernier ouvrage, Le couple et l'argent, c'est que finalement, on a aussi cette distorsion de penser que c'était pire à l'époque, que ça va mieux, que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, et qu'en fait, la situation dans laquelle on se retrouve, on devrait aussi être satisfait parce que c'était déjà mieux que nos grands-mères. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors peut-être c'est mieux que nos grands-mères, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et vous vous appuyez notamment sur des historiennes du Moyen-Âge, qui montre qu'en fait, au Moyen-Âge, alors que le terme, quand on pense Moyen-Âge, je sais pas pour vous, même si je suis historien, on pense la peste, un truc, les gens ils sont enfermés, c'est tout sombre, etc. En fait, des femmes avaient plus de pouvoir, plus de levier public, etc. Donc, voir aussi que cette histoire, elle n'est pas nécessairement du pire au meilleur, mais qu'en fait, il y avait peut-être meilleur là où on s'y attendait pas, en l'occurrence le Moyen-Âge. Oui. L'histoire des femmes, c'est vraiment c'est cette surprise de se rendre compte que, parce qu'on nous a beaucoup mis dans l'idée que l'histoire humaine allait d'un état de sauvagerie totale vers le progrès, et qu'il y aurait une espèce de logique naturelle pour aller vers le progrès. Et quand on regarde un peu concrètement ce qui concerne les droits des femmes, par exemple, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a des périodes où elles ont gagné des droits, il y a des périodes où elles en ont perdu. Typiquement, à la Renaissance, les femmes perdent des droits. Au 19e siècle, c'est une catastrophe. Elles en perdent encore plus. Le Code Napoléon, c'est vraiment, les femmes, à ce moment-là, perdent quasiment le peu de droits qu'elles avaient réussi à conserver, elles le perdent à ce moment-là. Donc, on perd, on regagne, etc. Et sur les comparaisons, c'est intéressant parce que on pratique beaucoup, en fait, les comparaisons intrinsèques, qui effectivement, j'avais vu ça sur les tâches ménagères, mais c'est pareil sur l'argent, sur les salaires ou sur l'argent de poche, c'est que les femmes, alors si on prend sur les salaires, il y a une statistique que j'adore, on sait que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. À la question, est-ce que vous êtes satisfait de votre salaire ? Les femmes sont davantage satisfaites de leur salaire que les hommes. Mais qu'est-ce que... Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'elles comparent avec ce que gagnait leur mère, voire leur grand-mère, et qu'elles se disent « j'ai de la chance ».
Et en fait, le principe de l'égalité, c'est de se dire, bah non, en fait, il faudrait comparer avec ton collègue dans ton entreprise avec un homme, quoi. Et on fait beaucoup ça, se dire, bah oui, mais si je compare avec les femmes d'avant, j'ai de la chance, etc. Et non, l'égalité, elle a gagné maintenant avec les hommes de maintenant. Ouais. Non, mais c'est un de ces moments historiques comme ça où on se dit, ah tiens, et d'ailleurs vous parliez de la perte de droits du 19e, et finalement si on regarde les parcours des femmes, encore une fois en France, au 20e, bah, elles sont en fait en train de casser tout le code de Napoléon en fait. Il a saoulé jusqu'au 20e. Donc notamment... et la première manif féministe dont on a la trace, c'est contre le code Napoléon, c'est les femmes qui vont enterrer le code Napoléon, etc. Et on les voit sur les photos, elles ont les chapeaux, les longues robes, elles sont en corset, et c'est une manifestation féministe sur la voie publique, et la police va venir les arrêter. Disant, elles sont folles, elles sont dangereuses. Ça, c'est toujours un bon signe quand la police dit « elles sont folles », c'est qu'on est dans le juste. Alors justement, Gwendoline, donc elle grandit, elle a une gestion de son argent de poche qui apparemment est différent. Alors je ne me rappelle plus du nom de son petit frère. Gwendolyn. Bah, voilà. Je ne suis pas allée chercher très très loin. Donc, elle arrive, alors on fait un petit saut dans le temps, elle est amoureuse, elle tombe sur son premier amoureux, et en fait, va se poser la question, qui paye le premier resto, le cinéma, etc., etc. Donc là, vous le posez justement, là on est dans, alors comment vous l'avez posé? Dans rappelez-moi, Le don réciproque. Le don réciproque, voilà. Et en fait, ce qui se joue, et c'est là que commence, disons, la mise en place, et j'ai l'impression que c'est aussi à ce niveau-là que vous vous êtes posé la question, mais en fait, quand on se met en couple, à savoir, on va vivre avec l'homme, donc il y a deux formes de couple que vous avez, mariage ou pacsé. C'est un peu la même, concubinage, ça rentre aussi dedans. C'est que, il y a une discussion qui doit avoir lieu, et apparemment, qui n'a pas lieu. Grande discussion d'adultes. Oui, quand on demande aux gens comment vous avez organisé vos finances de couple, mais c'est la même chose sur la répartition des tâches ménagères. La réponse est « ça s'est fait comme ça ». Et alors comme ça, autant vous le dire tout de suite, c'est une mauvaise idée. Comme ça est toujours pas bien, parce que c'est assez désespérant, mais l'égalité, c'est pas un truc naturel. Si vous faites pas attention, ce sera jamais une répartition égalitaire, parce que il y a aussi un truc où on veut faire au plus rapide, au plus efficace, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste et équitable. Donc c'est vraiment un des trucs que je dis, notamment aux jeunes qui vont se mettre en couple, mais prenez le temps. Enfin, c'est super de choisir, on va acheter des étagères chez Ikea, on va faire... C'est super, c'est vachement bien. Où est-ce qu'on va mettre le lit? Ouais, d'accord. À un moment, installez-vous et demandez-vous, OK, qui gagne combien? Qui va payer quoi? Est-ce qu'on a un compte commun? Comment est-ce qu'on met en place tout ça? Qui va nettoyer quoi? Enfin... Il y a vraiment des discussions de base à avoir, et en fait c'est stupéfiant, et moi je ne les avais pas eues, et on est très nombreux à ne pas les avoir, et en plus c'est terrible parce que des sociologues ont travaillé là-dessus, elles se sont rendues compte qu'il y a une espèce de système de fossilisation. Plus vous attendez après la mise en couple, plus ça devient difficile de changer ce qui avait été installé comme ça au début. Et donc il y avait vraiment un intérêt à se dire dès le départ, il faut qu'on soit hyper clair, parce que après, pour essayer de changer le braquet, c'est possible, mais c'est plus difficile, quoi. Ouais. Et alors ça c'était aussi, il y a eu plein de moments que j'ai lus dans ce livre, je criais dans mon lit, mais non. C'est une des raisons, et c'est pour ça que la socialisation de genre est tellement intéressante à toujours avoir en tête, c'est que alors le comme ça en effet c'est la reproduction de ce qui a toujours été comme ça, et du coup on reproduit sans nécessairement s'en rendre compte, et surtout c'est que un des éléments récurrents dans toutes ces étapes, et on va aller creuser au fur et à mesure de notre discussion, c'est qu'il y a une réticence au conflit. C'est qu'en fait, par amour, il ne faut pas parler ménage, il ne faut pas parler argent, parce que sinon, en fait, on est chiante, et puis bon, on ne s'aime pas vraiment. Est-ce que vous pouvez... Parce que là aussi, je trouve que là, il y a un nœud que vous avez réussi à défaire qui libère, quoi. Oui, mais parce que les femmes se sentent en général responsables de la bonne entente au sein du foyer. C'est un concept que je trouve hyper intéressant, j'en parle un peu à la fin, Gwendoline, quand elle fait le bilan de sa vie, c'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle, qui est le fait de se dire, je suis là aussi pour que les gens dans ma famille soient heureux, aillent bien, donc Gwendoline, avec son compagnon Richard, elle va l'aider quand il a des problèmes au boulot, quand il est stressé, quand il est inquiet, etc. Elle va gérer les conflits avec les enfants, et en fait, elle est là pour apaiser les choses.
Sa fonction n'est pas du tout d'arriver et de dire, en fait, je ne suis pas contente. Et donc, quand on dit je ne suis pas contente, potentiellement, on va au conflit. Et ça, il y a quelque chose où on se dit, ah mais non, je ne suis pas là pour aller au conflit. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de conflit. Mais sauf que parler de tâches ménagères et argent, souvent, on a peur que ça arrive à ça. Et donc, il y a une espèce d'autocensure de, bah non, voilà. Donc, on dose, souvent, les femmes, un peu inconsciemment, dosent entre l'inégalité qu'elles sont prêtes à accepter. Et ça a été étudié. En général, par exemple, sur la répartition des tâches ménagères, les femmes sont prêtes à accepter une inégalité de genre 68%. Si on passe le 68%, ça devient insupportable comme une inégalité, mais jusqu'à 68%, ça leur va à peu près. Mais parce qu'elles se disent, je ne veux pas être la mégère qui provoque une engueulade, quoi. Ouais. Et alors, elles se disent pas non plus, j'accepte l'inégalité. C'est qu'en fait, elles cèdent, c'est-à-dire, je vais de nouveau ranger cette assiette parce que voilà. Donc, c'est dans ces moments, en fait, où elles lâchent l'affaire, en fait. Elles abandonnent, et ça, évidemment, c'est au moment où il y a les séparations que tout ça ressurgit. On se rend compte que oui, elles acceptaient, mais pas complètement, parce qu'on sait très bien qu'en cas de séparation, c'est le moment où il y a une espèce de compte et de « oui, mais c'est moi qui ai toujours fait ça », etc. Ce qui veut dire qu'il y avait un problème qui était là, déjà en amont, mais qu'on n'osait pas aborder au sein du couple. Et je me dis, c'est terrible, parce qu'en fait, a priori, la personne avec qui on vit, avec qui on a une vie sexuelle, avec qui on a possiblement des enfants, etc., on devrait pouvoir lui parler de ce qui nous dérange. Et on a presque l'impression qu'à un moment, ça va être plus facile d'aller voir son patron et demander une augmentation que d'aller voir son compagnon et de dire « en fait, ça me va pas, là, comme ça ouais. ». Et c'est un conseil que j'ai donné récemment dans une interview. On me disait « mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis « mais en fait, chaque femme devrait se demander quels sont les trois trucs que je ne supporte plus dans notre manière de faire. » Moi, je sais qu'à un moment, c'était sortir les poubelles. Je sais pas, j'ai fait une obsession. Je ne supportais plus de sortir les poubelles. Donc j'ai dit à mon compagnon, ce truc-là, je ne veux plus que ça existe dans mon champ mental. Je veux vivre dans un monde où il n'y a plus de poubelles. Et donc, il prend ça en charge. Et je trouve ça intéressant de se dire, OK, c'est quoi ? Voilà, si tu fais le compte des trucs vraiment ou du rébarbatif t'aimerais faire disparaître, et en parler à l'autre et dire, est-ce que voilà, tu peux faire disparaître ça de mon champ de vue ? Et c'est comme ça aussi qu'on peut résoudre des conflits. Ouais. Et ce qui est intéressant, alors, encore une fois, on n'essaie pas de dire c'était mieux avant, c'était pire maintenant, etc. Mais je me pose la question si, d'une certaine manière, encore une fois, peut-être que j'ouvre une boîte de Pandore, l'idée aussi qu'on a du couple, du mariage, de la mise en couple par amour, vient occulter cette dimension financière qui, en fait, reste toujours là. C'est-à-dire que dans des systèmes qui existent encore, c'est que, voilà, quand c'est des mariages qui sont organisés, bon, tu gagnes combien, la famille, elle ramène combien, ça crée quoi ? Bon, là, l'argent a toujours été, en fait, le pilier. Donc, l'argent reste le pilier, mais on n'en parle plus parce qu'on se dit, on s'aime. J'ai l'impression que là aussi, il y a peut-être quelque chose à aller creuser et reconfigurer, non ? Oui, il y a une vraie... c'est la difficulté de ce sujet-là. Et même, dès le podcast, j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient, alors plutôt des hommes, « Oh, mais c'est horrible de compter, l'amour ne compte pas, etc. » Et jusqu'au divorce. Oui, alors voilà, alors de fait, j'ai vu tellement d'avocats spécialistes de séparation qui, à chaque fois, me disaient « Mais c'est horrible, les gens qui ont ce discours-là. » Et qui est aussi, c'est pour ça qu'à la fin, Gwendoline, je voulais vraiment l'emmener jusqu'à la retraite. Elle divorce d'avec Richard, ils se séparent, etc. Et de montrer, elle a jamais compté. Et à la fin, il y a quand même un moment où on finit par faire les comptes. Ouais. Et les comptes sont tellement calamiteux pour elle. C'est tellement... La première version du livre, mon éditrice m'a dit, c'est trop déprimant. Tu ne peux pas... Mais effectivement, le dernier chapitre, je l'ai écrit, j'étais en larmes. C'est trop triste qui arrive à Gwendoline. Et parce que si on prend de l'argent de poche, là on n'a pas fait, mais il y a son permis de conduire, il y a tout. On fait vraiment tout skip. Et je dis, mais c'est tellement énorme ce qu'elle a donné, parce que c'est une femme, parce que la féminité c'est le don, parce que voilà. Et à la fin, elle se retrouve toute seule, elle n'a pas d'argent, elle a une retraite miséreuse, enfin bon. Ouais. Et je suis complètement perdue dans mon propos. Non, mais alors... Et donc, c'est pour ça que, oui, si on rembobine... L'idée, c'était vraiment à la fin du livre que je voulais que Gwendoline parle aux lectrices et aux lecteurs et dise, voilà, vous avez vu toute ma vie, vous avez vu toutes les erreurs que j'ai faites,
ne faites pas les mêmes. Ouais. Et donc, une des erreurs, c'est effectivement de ne pas avoir abordé ce sujet, de ne pas s'y être intéressé, de s'être dit « je n'y connais rien, c'est trop compliqué, l'économie, c'est pas mon truc, etc. » Et en fait, si, c'est très simple. Et se faire une éducation financière, une éducation économique, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Ouais. Il y a des trucs de base, tu vois, mon idée de pot de yaourt, etc. Ouais. C'est de l'éducation financière. Alors, les pots de yaourt, on va y parce qu'il faut parler des pots de yaourt. Mais avant les pots de yaourt, on est encore dans la phase où ça se passe. Okay, ils ont choisi les meubles, etc. Et maintenant, la grande conversation d'adultes qu'ils ont. Parce que, alors, vous parlez en effet du fait, bon, oui, c'est la grande histoire de l'arnaque des femmes, enfin de Gwendoline, mais bon, encore une fois, elle représente un peu notre archétype à toutes. Vous venez quand même avec des solutions concrètes. Donc, question simple, et vous allez élaborer parce que je trouve que vous l'avez fait merveilleusement bien, c'est compte séparé ou compte commun? Oui, alors après, je vous laisse la parole. Compte séparé ou compte commun. Alors, il y a des pistes et des solutions dans le livre, mais je voulais aussi vraiment insister sur le fait que après, c'est à chacune de décider. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que la mise en couple dans notre société actuelle, c'est d'une décision avec une portée économique. On sait qu'on est des agents économiques quand on est sur le marché du travail, qu'on va signer un contrat, on commence un boulot, etc. Là, on voit l'aspect économique. Quand on fait le ménage gratuitement chez soi, on ne voit pas l'aspect économique, mais pourtant, il y en a un. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et après, de se dire, d'en parler à deux, parce qu'un couple, c'est deux, et donc c'est une négociation à deux, de se dire, par exemple, notre couple, est-ce qu'il est de gauche ou de droite? Et c'est une vraie question. Et en fait, vous faites des choix économiques sans vous en rendre compte. On sait que quand on va voter pour un gouvernement, on vote aussi pour une politique économique. Est-ce que, dans votre couple, vous voulez répartir uniquement les dépenses ou répartir également les revenus, les richesses? On peut se dire, on va redistribuer les richesses au sein du couple. Celui qui gagne plus que l'autre va dire, oui, moi je suis prêt à redistribuer une partie de ce que je gagne. À hauteur de combien? Comment on fonctionne? Il y a plein de choses à imaginer et juste, en fait, on n'y pense même pas. Donc l'idée de compte commun ou pas compte commun, un peu dans l'idéal quand même, parce que chacun fait son choix, mais pour avoir parlé avec plein de spécialistes... Il y a quand même des chiffres. Voilà, il y a quand même... Les gens ont tendance, la majorité des couples ont tendance à tout mettre en commun, ce qui est une mauvaise idée. Et ça, il y a beaucoup d'associations féministes, notamment, qui parlent de ce qu'on appelle les violences économiques, qui disent les femmes, l'indépendance économique, c'est quand même important. Gardez toujours un compte bancaire individuel. Mais ça, je vous interromps, mais ça, déjà, j'étais choquée de ce chiffre-là. Que tout le monde, j'étais là, moi j'ai l'impression que là, c'est déjà des générations derrière moi qui crient absolument pas. mais beaucoup de gens font tout en commun, et donc, grosse erreur. Donc, un peu la structure idéale, c'est évidemment d'avoir chacun son compte bancaire individuel, d'avoir, alors, un compte commun ou deux comptes communs, parce qu'il faudra en avoir, si vous achetez, vous faites un emprunt quelconque, il faut qu'il y ait un compte commun pour l'emprunt, immobilier, machin, tout ça, et un autre compte commun qui est les courses. En fait, c'est l'idée que les dépenses ne se valent pas toutes. Il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses qui font du patrimoine. C'est des dépenses où vous dépensez de l'argent, mais en fait, ça va vous enrichir sur le long terme. Acheter une maison. Donc ça, c'est un compte commun qui permet de voir qui a versé combien, qui rembourse combien du crédit. Et il y a les dépenses qui valent rien, c'est les courses alimentaires, les vacances, les trucs comme ça. Et ça devrait être un autre compte commun. Ce qui permet quelque chose. Imaginons dans le cas Gwendoline Richard. Gwendoline gagne moins que Richard. Elle peut dire, avec mon petit salaire, je mets le maximum de ce que je peux sur le compte commun qui fait du patrimoine qui rembourse. Je vais mettre moins sur le compte commun des yaourts, du pot de yaourt. Et Richard, qui gagne plus, dit moi, je vais payer davantage de pots de yaourt parce que j'ai déjà une sécurité financière et j'ai moins besoin de me faire du patrimoine. Ouais. Et ça permet de se dire ok, donc toi, tu mets 40% là-dessus, 20% sur celui-là, et un peu de faire les choses un peu finement et un peu plus précisément. Ouais. Parce que là, c'est important. Si vous devez partir avec quelque chose, vous devez partir avec ça. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi il ne faut pas investir dans les pots de yaourt et investir dans la voiture et la maison ? Même quand vous avez un salaire bas, parce que je crois que ça aussi, c'est hyper important. Mais parce que Gwendoline, quand ils se séparent, évidemment, Gwendoline, elle n'a pas fait comme il fallait. Donc Gwendoline, de toute façon, elle fait tout est faux, ma pauvre Gwendo. Et donc, quand il se sépare avec Richard, il n'empêche qu'à un moment, il lui dit,
Elle a payé majoritairement, elle a mis au compte commun qui valait rien, là, avec les pots de yaourt. Donc, elle repart avec ses pots de yaourt. Parce qu'elle gagnait moins. C'est-à-dire elle voulait quand même gérer un peu la situation, pas être donc, elle a payé les courses. Donc, elle a payé les courses. En général, le petit revenu participe aux petites dépenses. Et puis, à un moment, quand il a fallu, effectivement, acheter genre une voiture ou un truc comme ça, Gwendoline a dit, moi, franchement, j'ai pas les moyens de payer le remboursement de la voiture. Je suis déjà juste. Richard a dit, je comprends, parce que Richard est un bon type. Hein. Richard, c'est un allié, il a lu Mona Chollet, il a réinventé l'amour, tout va très bien. C'est important. Il ramasse toujours pas ses chaussettes, mais ça va. Oui, mais il fait la vaisselle et tout, il est super, Richard. Donc il a dit, mais Gwendo, évidemment, je paye moi-même, je vais payer la voiture, c'est normal. Sauf que quand ils se séparent, c'est lui qui a payé la voiture, donc il repart avec la voiture. Et donc c'est là, elle se dit, ah bah oui, en fait non, c'était un mauvais compte. Donc, mais ça, si on n'a pas une éducation à ça, Enfin, parce que c'est en fait... Mais c'est un truc de base tout le monde devrait savoir ça. Vraiment, en plus, c'est simple, on le comprend hyper bien, il n'y a pas besoin de chiffres. Quand on a fait de l'économie, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, que c'est un peu ces mécanismes a priori contre-intuitifs, où on se dit, si j'ai moins, je mets ma compensation, etc. Alors qu'en fait, si on a une... j'ai le mot en anglais qui me vient, economical literacy. Donc, wow, quel accent. Si on est des lettrés en économie, en fait, on a ce truc de, ok, je gagne moins, mais en fait, j'ai besoin d'une sécurité. La sécurité, c'est dans les épargnes, c'est dans les investissements de long terme. Donc, je mets la voiture, tu payes les chips. Après, il y a des trucs de base qu'on ne nous apprend pas, que je ne savais pas. Par exemple, quand on a des enfants, il y a quand même ce truc, on se dit, je suis adulte, mes enfants, je veux leur faire une sécurité financière, je vais leur ouvrir un compte épargne, etc., et mettre de l'argent dessus. Ce que Gwendoline fait. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au moment du divorce, elle n'a pas d'économie, donc les économies qu'elle avait, elle les a mis au nom des enfants sur les livrets d'épargne. Elle n'a pas accès à cet argent. Elle a besoin d'avoir l'autorisation de retrait de Richard, puisqu'il est le parent aussi des enfants. Et donc, vraiment, ça aussi, c'est des avocates m'ont dit, en fait, les enfants, ils ont besoin d'avoir une mère qui est indépendante économiquement. N'ouvrez pas des livrets d'épargne au nom de vos enfants. Faites-vous, pour vous, un livret d'épargne et faites-vous une sécurité à votre nom. C'est ça qui est utile pour les enfants. Ouais. Et encore une fois, on revient sur cette idée, alors encore que vous développez aussi dans d'autres ouvrages, c'est que ce don de soi lié à un idéal, c'est Gwendoline, elle essaye d'être une bonne mère en fait. Donc, et elle essaie de pas prendre la tête à Richard. Donc, tout ça, en fait, ça pète au bout d'un moment. Arrive le moment de la séparation que nous attendions tous. Donc, les pots de yaourt, c'est pour Gwendo. Il part avec la voiture. Il part avec la voiture. Elle est fâchée, mais il y a aussi un autre élément qui arrive, la pension alimentaire. Parce que ça, c'est aussi le grand sujet. Oui, alors, parce qu'ils ont des enfants. Et donc, on m'a appris, alors on ne faut pas dire la pension alimentaire, il faut plutôt dire la contribution alimentaire, parce que pension, ça donne l'impression que les femmes, parce que c'est majoritairement elles qui la touchent une espèce de rente. Elles ont une pension comme ça, voilà. Alors que la contribution montre bien qu'en fait, Gwendoline dépense de l'argent pour les enfants et que ce que donne Richard, ça rembourse une partie des frais qu'elle a avancés. C'est des frais qu'elle avance, et donc ça y contribue. Donc effectivement, je dis le terme entre pension et contribution, il y a déjà derrière tout un implicite un peu misogyne qui traîne, d'où le fait de dire contribution alimentaire. Mais ce qui était important pour moi aussi dans le livre, c'était de montrer que, on voit très bien, je pense, dans le livre, pourquoi Richard se dit « Ah, franchement, je lui verse vachement quand même ». Parce qu'il ne voit pas tout ce qu'elle a fait, elle, derrière, pendant des années pour lui. C'est-à-dire que si lui, il a pu faire sa carrière, c'est parce qu'elle n'a pas fait sa carrière. Et ça, c'est très important de se rendre compte. Il y a un équilibre quand même qui se met en place entre les deux. C'est pas juste, elle travaillait moins, elle était à un temps partiel, elle avait un week-end de 3 jours. Non. C'est-à-dire qu'elle a tout pris en charge et qu'il avait l'esprit libre pour se concentrer sur son boulot. Quand ils se séparent, oui, effectivement, il a un meilleur salaire, mais quand on voit que c'est grâce à elle, on se dit, OK, c'est normal aussi qu'il lui reverse quelque chose. Ouais. Donc en fait, c'est des discriminations qui sont pour le coup structurelles, parce que c'est si Gwendoline elle doit se mettre à temps partiel, et puis ça ensuite on le voit, la question de la garde, les crèches, le coût que c'est, etc. Donc voilà, c'est des choix comme ça pragmatiques qui se font quand on est souvent dans le feu. Alors, certains réfléchissent, mais même les personnes qui ont réfléchi en amont,
elle se retrouve prise dans une situation que voilà, elle gère pas. Donc ce que je trouve intéressant dans ces propositions, c'est que se dire bon ben il y a des structures comme ça qui sont en place et que finalement le couple pourrait être un espace où si on a conscience de ces enjeux un peu plus macro, ben on peut faire voilà de la rectification à un niveau micro. Ouais. Et en effet, ben en fait la compensation, c'est comme ça aussi qu'on règle les discriminations structurelles quoi. Ouais, c'était vraiment un de mes buts sur ce livre-là, c'était de me dire que je voulais sur le livre avoir, si un parti politique m'appelle, si Macron m'appelle demain en me disant voilà, j'ai 20 minutes demain, vous me proposez 3 réformes féministes, que je sache quoi proposer. C'est-à-dire au niveau national, ça serait quoi un impôt féministe ? C'est qu'est-ce qu'il faut changer en priorité, etc. Donc ça, c'était important pour moi d'avoir des propositions politiques qui soient un peu plus précises que la fin du patriarcat, qui est un bon programme politique, mais peut-être un peu vague pour l'instant. Ouais. Donc je voulais vraiment qu'on puisse porter des choses très précises. Et en même temps, ça c'est vraiment effectivement au niveau macro, et qu'en lisant le livre, en le finissant, les lectrices et lecteurs se disent « Ok, demain, je peux changer concrètement un truc ». Et ça, c'est les retours qui ont été les plus super, parce que j'ai eu... je ne sais pas combien de femmes qui m'ont dit « Ah, mais j'ai changé des trucs, j'avais pas pensé à ça, etc. » Et y compris des journalistes économiques, parce que comme ça a quand même, l'air de rien, un livre d'économie, j'ai été interviewée par des journalistes que je connaissais pas, quoi, toutes les pages écho des journaux et tout. Et donc, c'est des femmes qui sont spécialistes de ces sujets qui me disaient « Mais je n'avais jamais pensé à ça. Ouais. » L'histoire du pot de yaourt, tu vois, typiquement, elle dit « Mais je n'avais jamais pensé à ce sujet-là. » Donc, il y a des choses, je trouve aussi que c'est important de se dire on peut récupérer une marge de manœuvre et de pouvoir à notre échelle pour essayer, tu vois, typiquement l'argent de poche, se dire « Tiens, je vais faire gaffe à pas donner un billet au petit garçon et un jouet pour la petite fille. » Voilà, tous ces petits trucs, en fait. Et pas les faire culpabiliser, en fait, de les socialiser, de, voilà, l'argent, alors ça fait peut-être pas tout, mais voilà, comment tu peux l'utiliser, comment tu peux l'investir, etc. En fait, c'est cette éducation qu'on fait un peu naturellement, je mets des guillemets, quand c'est les garçons, et voilà, les filles, c'est, disons que faut être un peu plus lettré là-dedans. Alors, j'ai une question d'ouverture et ensuite, je vais parce que là, je pense que vos mains, elles commencent à danser, elles sont là. Non mais moi, en lisant le livre et alors parce que encore une fois, c'est un livre que j'ai lu, j'étais là, oh mon Dieu, merci que je lise ce livre maintenant, parce que j'ai l'impression que ça a quand même permis d'anticiper pas mal de problèmes qui auraient pu y arriver parce que je ne savais pas. Et ce que, à plusieurs reprises, je me suis posé la question. Alors, encore une fois, vous êtes très clair sur le fait que les chiffres que vous citez, c'est le contexte français. Vous prenez vraiment l'exemple du couple hétérosexuel où l'homme gagne plus que la femme et ce qui se met en place. Alors, encore une fois, c'est pas complètement tiré par les cheveux parce que ça reste quand même la norme et les chiffres qui sont indisponibles le montrent. Et là où je me suis posé la question, et ce serait intéressant d'avoir votre avis, c'est que si je regarde ma situation et celle d'autres amis, on a finalement jusqu'à présent assez eu des partenaires qui gagnaient moins que nous. Et en fait, en lisant ça, j'étais, mais en fait, dans cette configuration, je suis censée être la personne qui est en train de redistribuer Ah non, mais c'est exclu. C'est exclu. Et en fait, c'est exclu, mais je dis ça maintenant en mode, c'est ferme. Mais durant la lecture de l'ouvrage, il fallait que je justifie, mais pourquoi en fait c'est exclu ? Et je pense que c'est là où on retombe sur la question des mécanismes structurels, et donc cette question que vous posez aussi à un moment donné, mais équité ou égalité ? Pour moi, l'équité, quand ça va dans l'autre sens, elle ne compense pas la discrimination structurelle. C'est-à-dire que pour moi, les femmes à l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales, elles doivent en faire plus de manière structurelle. Donc on ne va pas encore en faire le double dans le foyer. Donc non, pour moi c'est égalité. Et pourquoi égalité ? Parce qu'alors là, d'expérience, et là je pense qu'il y a quelque chose à questionner dans les masculinités, c'est que dans notre système actuel où un homme qui gagne soit au minimum l'équivalent ou plus qu'une femme, c'est le standard masculin qui est valorisé. Donc je ne sais pas qui dans la salle a eu des partenaires qui gagnaient moins qu'elle, c'est la misère. La plupart du temps, ils te font la misère. Vraiment. Non, elle gagne plus. Et puis, s'ils ne se sentent pas là où ils voudraient être, s'ils sont en mode, non, mais moi, c'est un choix de vie, et puis elle gagne plus, c'est cool. Mais si on a avec des partenaires qui, encore une fois, peut-être pour des raisons structurelles, parce que pas tous les hommes ont accès à la richesse. Il y a des hommes racisés, il y a des hommes qui sont aussi structurés. Donc, si ces hommes-là aimeraient être quelque part, ils ne le sont pas, et au quotidien, ils ont une femme qui n'est pas riche, mais gagne plus qu'eux, ils font la misère. Donc ça, c'était un peu... mais ce serait intéressant d'entendre... est-ce que vous avez eu d'autres échos de... Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont dit « je gagne plus ». Après, il y a eu aussi une question de à quel moment dans la vie.
Parce que ce qui est hyper courant, c'est un début de vie professionnelle où les femmes gagnent, les filles, les jeunes femmes gagnent plus que leurs compagnons. Et ça se retrouve même sur un truc, c'est que le début, Gwendoline, elle est partie de chez ses parents, elle est indépendante, elle a un studio, elle vit toute seule. Richard, il vit encore chez ses parents à ce moment-là. Donc il a l'air moins avancé économiquement qu'elle. Donc sur les débuts de carrière, ça se retrouve beaucoup, effectivement, mais notamment parce qu'elles vont avoir tendance à, pendant les études, c'est statistique, elles prennent davantage de petits boulots, elles vont travailler plus, elles vont faire, voilà. Donc elles vont progresser au début un peu plus vite que les garçons. Donc sur la mise en couple, souvent il y a un truc où effectivement les garçons sont un peu en retrait économiquement. Et c'est là où c'est important de se dire, il faut rediscuter, à chaque changement professionnel, il faut rediscuter l'organisation économique du couple. Donc il y a ce truc-là, ça dépend des âges. Donc chez les jeunes, ça se retrouve, ce truc-là. Après, je suis d'accord avec toi, quand c'est plus instauré comme ça, sachant que la vie professionnelle est plus difficile pour les femmes, à mon avis, effectivement, elles ont moins à redistribuer. Je suis assez d'accord. Et il y a aussi, tu vois, sur... pourquoi les hommes vont gagner moins? Alors, en dehors des hommes racisés, où effectivement, tu es sur une explication à part, il y a cette idée, par exemple, de temps partiel. Et c'est fou, mais on sait que majoritairement, quand les femmes choisissent, qu'elles ne subissent pas le temps partiel, qu'elles le choisissent, c'est parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, tout ça. Les hommes qui font un temps partiel, majoritairement, c'est parce qu'ils veulent lancer leur carrière de rocker. Ou alors se lancer dans la peinture, ou j'ai une carrière de photographe aussi. Et en fait, c'est souvent parce que... Sur la stabilité. En fait, c'est sur le dos des femmes, quoi. La stabilité, voilà. On va profiter de la stabilité de la femme pour aller faire les luttes. Et c'est pas sous l'angle de, oui, j'ai renoncé à... Tu vois, j'ai pris un temps partiel pour m'occuper des enfants et faire le ménage. Non, souvent, c'est, non, mais j'ai un projet qui me tient à cœur et je pense que ça peut marcher. Et donc, voilà. Et ça, c'est assez intéressant sur, en fait, tu vois, même quand tu regardes un peu précisément, c'est pas les mêmes choses, quoi, ce qui se met en jeu. Un homme qui gagne moins parce qu'il s'est mis à temps partiel, ça va pas être la même chose que pour une femme. Ouais. Je te balance plusieurs trucs. Ça ne répond pas complètement à ta... Non, mais encore une fois, merci pour ce travail, parce que dans l'état que ça m'a mis, puis vraiment, ça a créé des conversations transnationales. J'en parlais avec une amie, elle a écouté le podcast, elle a dit, mais non! Donc, c'était génial. Donc, parole à vous. Si vous avez des questions, des remarques, des partages, nous avons le temps. Sinon, moi, j'ai plein d'autres questions, hein, mais là, le but, c'est pas de monopoliser. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Il y a un micro qui va circuler. N'hésitez pas. Allez-y, madame. Vous m'entendez? Oui. D'abord, merci. Alors, moi, j'aurais toute une histoire, mais j'essaie d'être synthétique. Est-ce que vous connaissez un peu la réalité suisse? Parce que pour moi, c'était un choc, l'enfer. Comme vous entendez, je ne suis pas francophone, je viens de Milan. Je suis arrivée en 2015. Je peux dire, en petite avant-histoire, jusqu'aux les années 2008, je croyais d'être féministe dans un couple équilibré. J'ai connu mon mari pendant mon doctorat, il faisait son doctorat et nos carrières marchaient parallèles. Après, on a eu 3 enfants. Et rien d'autre à dire, on n'a pas le temps de discuter. Et donc, le jour où j'ai découvert d'être enceinte pour la 3e fois, j'étais heureuse, mais mes copines m'ont appelée de la fac et m'ont dit « Ah oui, il y a le concours pour toi !» Oui, le jour du concours, on m'a appelé le jour avant en disant « Est-ce que vous êtes sûre de participer? Vous êtes une femme qui fait autre chose, vous êtes une femme qui a des enfants. » Donc ça, c'est l'Italie. Donc c'est pour dire que je parle de la Suisse, mais je ne pense pas que l'Italie soit le paradis. Non, j'avais ouvert les yeux. La deuxième fois que j'ai vraiment ouvert les yeux, c'était en 2012 en lisant l'article de Anne-Marie Slaughter, You Can't Have It All, sur The Atlantic. Et après, j'ai commencé à lire comme une folle pour essayer de me remettre, parce que je me suis rendu compte d'être débile, de ne voir pas parler d'argent, je me suis mariée très jeune, j'avais fait toutes les fautes possibles. Alors j'ai essayé de rattraper la tête des chercheuses, j'ai lu Ayet Waldman, Bad Mother. Eux, ils parlent d'argent, eux, ils parlent de tâches ménagères, donc j'ai essayé, j'ai pris des notes et tout ça. Après, et mon mari faisait sa carrière à l'étranger, à ce point-là, par toutes les universités d'Europe. Donc, il est arrivé en Suisse. Je dis non, je ne viens pas. Je ne viens pas, non, le petit arrive à l'école primaire, je veux reprendre vraiment le travail au 100%, je ne viens pas.
Ça, c'était 2013 et en 2015, je suis arrivée. Donc, je ne veux pas raconter toute mon histoire, mais ce que j'ai retrouvé ici, je n'étais pas préparée. D'abord, je n'avais pas le droit d'avoir mon nom sur le contrat du téléphone. Donc, en Italie, j'avais ma voiture, mon travail, mon bureau d'architecture, mon travail à l'université. Ici, si j'ai donné mon nom, me disait, mais pourquoi vous n'utilisez pas le nom de famille? Parce que moi, je n'ai jamais utilisé le nom de mon mari et de mes enfants. Et si c'est bizarre. Donc, mon contrat de téléphone, première chose que j'ai fait, c'était au nom de mon mari. Et on parle d'argent, je n'ai pas encore le droit, parce que le compte qu'on a ouvert, c'était forcément un compte commun. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas de travail. J'ai le nom de mon mari, mais chose encore plus grave, on n'a pas le droit d'avoir deux noms sur l'application des cartes de crédit. Donc, la carte de crédit qui reçoit les notifications chaque fois que je paye quelque chose, c'est sur le téléphone de mon mari qui passe. Alors, à un certain point, j'ai eu envie de faire des choses, d'entrer en sexy shop seulement pour regarder son horaire des leçons, parce qu'il reçoit la notification que j'avais fait des achats. Mais ici, ils ne comprenaient pas. Assurance sanitaire, il y a seulement une personne qui peut gérer ça. Le chef de famille, on m'a dit. Je vais devoir vous couper pour que non, mais j'ai fini. Non, mais c'est juste ça. Je pourrais, mais ça m'intéresserait de savoir s'il y a des autres personnes qui ont cette expérience, parce que la Suisse pense vraiment avancer. Maintenant, j'ai un super travail, je me suis refait une vie. Mais cette chose-là, il existe encore. Quand je dois faire la reconnaissance de mes diplômes, on ne me croyait pas que parce que je n'avais pas le nom de mon mari sur le diplôme. Ouais. Donc, si on veut demander, si ce n'est pas Macron qui va nous appeler, mais si on nous appeler, il y a 3 choses qu'on peut faire. Commençons à reconnaître notre nom. C'est la base. Ouais. Sur le compte bancaire, le compte du téléphone, après, on peut voir aussi le reste. Alors après, à chaque fois, ça, j'avais écrit là-dessus sur le problème des noms de famille, etc. Et les réponses étaient très vite, c'est l'informatique. Non, mais c'est l'informatique. Et moi, typiquement, on n'est pas mariés. Sur notre facture d'électricité, il y a évidemment son nom à lui en entier, et son nom est long. Et après, il y a mon nom, mais moi, il n'y avait plus la place. Moi, je m'appelle Lec, L-E-C. On m'a bouffé mon nom parce que j'avais pas la place pour les deux, quoi. Donc oui, des trucs comme ça, il y en a plein. Et moi, j'ai même un regret, c'est que, comme quoi l'éveil féministe, ça prend du temps. Quand mes enfants sont nés, on a mis le nom de leur père. Et en fait, j'aurais aimé qu'ils aient aussi mon nom, mais sur le coup, j'ai pas bien réagi. Depuis, on nous a dit qu'en France, c'était possible de rajouter et tout. J'ai fait, mais le pied de grue devant la mairie, je sais pas. En fait, non, c'est pas possible. Et mes enfants pourront avoir ajouté mon nom quand ils auront 18 ans sur leur demande, etc. Mais pour l'instant, on peut pas bouger. Ouais. Et ce qui est intéressant dans le partage de Madame, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi la question, et ce qui ne m'étonne pas du tout, en fait, c'est qu'il y a aussi la question de l'immigration. Alors, de toute façon, qu'en Suisse, on s'en en arrière, ça, on le savait mais depuis, hein. Mais il y a aussi la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, dans des contextes d'immigration, et c'est là qu'il y a vraiment une intersectionnalité à aller, donc un croisement, en fait, entre les deux régimes, c'est qu'il y a la question du genre, mais en plus, parce qu'en fait, dans le système, vous êtes vu comme une femme immigrée qui rejoint son mari. Mais ça, c'est le pire des scénarios. Vraiment. Et c'est vrai que c'est un impensé. Alors, il y a une grève en ce moment, depuis un moment en Suisse aussi. Donc, comme quoi les choses bougent et se posent. Mais voilà, il y a des impensés. Et ce que vous dites là, on voit que c'est à cheval dans... mais merci. J'ai dû vous couper parce que juste pour laisser les autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Madame, et après vous. Attendez. Voilà. Pour Gwendoline, donc la voiture, c'est Richard qui est parti avec la voiture, mais si elle avait mis la voiture à son nom au niveau de la carte grise, c'était à elle. Voilà. Mais en général, elles ne sont pas au nom des... Alors, il y a aussi ça, souvent c'est au nom des hommes. Et si on veut... Alors, si l'homme ne veut pas avoir de PV directement, c'est madame qui le met à son nom et c'est elle qui reçoit les PV. Ah oui, c'est malin. J'adore cette explication. Mais après, c'est intéressant aussi parce que derrière, il y a autre chose qui est en jeu, c'est que notre société, c'est pour ça que ça t'étonnait quand j'ai dit oui, les couples mettent majoritairement tout en commun.
Ça nous étonne parce qu'il y a quand même un mouvement général dans la société qui est ce qu'on appelle l'individualisation du patrimoine. On a tendance maintenant, avant on se mariait et le contrat de mariage c'était quand même plutôt la mise en commun de tout. Maintenant on se marie de moins en moins et quand on se marie, souvent on fait soit séparation de biens, soit communauté réduite aux acquets où quand même l'idée c'est que chacun repart avec ce qu'il avait. C'est un mouvement général, voilà, comme ça, les gens ont tendance à fonctionner comme ça. Pourquoi pas? Sauf que, en fait, il y a quelque chose d'un peu bizarre, mais vu la situation économique des femmes, eh ben, ça joue en leur défaveur. C'est-à-dire qu'elles repartent. C'est là où Gwendoline ne va pas forcément repartir avec la voiture. Si Gwendoline s'est mariée en régime de communauté des biens, elle va avoir la moitié de la voiture. Sauf que c'est le choix qu'on fait de moins en moins. Et avec une autre question derrière, qui est même se marier, on le fait de moins en moins. Et typiquement, nous, là, en France, il y a eu toute l'histoire de la réforme des retraites. Ouais. Et la réforme des retraites, les retraites pour ma génération, en France, ça va être une catastrophe. Parce qu'on ne se marie pas, donc on ne touchera pas de pension de réversion. On pouvait toucher la retraite du conjoint quand il disparaissait. On n'aura pas ça et on aura des retraites calamiteuses. Et en fait, il y avait quand même un truc dans le système patriarcal qui cherchait un peu à protéger les femmes. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, il ne faut pas se marier. On est féministe, on ne se marie pas. J'ai dit, bah oui, regarde ta retraite misérable maintenant. Donc, il y a une espèce de tension entre se dire, je suis indépendante, je ne vais pas me marier, je paye moi-même la moitié des trucs, etc. C'est, bah ouais, mais en fait, sur le long terme, tu joues contre ton propre camp, quoi. Ouais. Et moi, c'est terrible. J'ai eu une copine avocate qui m'a dit, en fait, ton intérêt personnel, ça serait de te marier. Et je dis, bah ouais, mais... Moi, je suis un peu contre le mariage, quoi. Et à un moment, c'est la question de qu'est-ce que tu fais comme choix, voilà. Donc, il y a entre ce que les gens, la manière dont les gens vivent en faisant de plus en plus argent séparé et la structure sociale politique qui est plutôt de penser que le couple met tout en commun, ça crée des tensions aussi. Ouais. Fascinant. Alors, peut-être une réaction, et ensuite, il y avait Madame qui avait une question. Vous l'avez toujours ? Oui. Ah, bon, bah, alors, le micro vous arrive. C'est aussi un commentaire. C'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Madame, moi je suis suissesse, mais j'ai vécu un petit peu les mêmes choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé de me marier. Mon compagnon était d'accord avec moi. Alors pendant 40 ans, on ne s'est pas mariés, on a eu des enfants, il portait mon nom, etc. Hein. Mais c'est vrai que on n'était pas mariés, qui portait mon nom au gymnase, donc à l'école secondaire. Lorsqu'on recevait un courrier, je me souviens, il y avait d'abord le nom du père. Donc j'ai dû faire je ne sais pas combien de téléphones pour avoir les deux noms accolés, etc. Ouais. Bref. Et c'est vrai que je vous rejoins dans votre dernière intervention par rapport aux retraites. Et c'est vrai qu'après 40 ans de vie commune, on s'est posé la question par rapport aux successions, les impôts, ce que les enfants... si on a un qui disparaît, l'autre paye des quantités d'impôts. Et après 40 ans de vie commune, on a fini par se marier parce qu'on a rencontré 2 notaires et les deux nous ont dit il n'y a pas d'autre solution. Et je dois dire que j'ai encore de la peine à dire mon mari, il est pas là, il est quelque part ailleurs en train de vagabonder. Mais c'est vrai que j'assume pas parce que comme vous, j'ai toujours été opposée au mariage fondamental parce que lorsqu'on s'est mis en couple, donc c'était dans les années 77, eh bien c'est vrai, les femmes venaient d'avoir le droit de vote, 71, et puis 71. Et c'est vrai, je ne sais plus à quel moment les femmes ont pu en fait ouvrir un compte, enfin des choses mais hallucinantes. Hein. Ouais. Donc moi je me suis toujours opposée au mariage, mais finalement après 40 ans, voilà. Mais c'était pas de gaieté de cœur. Et on l'a dit. Est-ce que vous le voulez? Ouais. Mais c'est une décision économique. En fait, il y a une part, et on n'y pense pas. Et les jeunes couples qui ont 25-30 ans ne se disent pas, oui, c'est vrai que pour la succession, ça ne fait pas les mêmes frais de succession. Bah oui, évidemment, on ne pense pas à ça à 25 ans, mais il n'empêche que voilà. Et notre fille se pose maintenant la question, mais et c'est vrai que c'est ouvert, ça. Et c'est terrible. Pardon? Il y a la pénalisation du mariage. Vous payez plus d'impôts quand vous êtes marié? Oui, alors c'est vrai. Alors on a fait aussi ces calculs-là, mais il y a d'autres calculs qui font que c'est quand même... Mais je suis d'accord, Et il n'y a pas seulement, l'aspect économique, il y a l'aspect aussi de l'identité. Et c'est vrai que ma première question en préparant le mariage, c'était, je voulais avoir la confirmation, mais à 100% que j'allais garder mon nom. Ouais. Et seulement mon nom, et pas la coller au nom de mon compagnon. Oui, parce qu'ils mettent un trait d'union. Mais juste une question, c'était par rapport, vous parliez
de l'impôt féministe. J'ai pas lu j'ai lu Les Oubliés, que j'ai absolument adoré. Et justement, je me posais la question de ce que c'était. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Oui, alors c'est vraiment, comme sur l'impôt, je suis partie de la situation française. En fait, en France, l'impôt, tout est conjugalisé. En France, le couple, c'est ce qu'il y a voilà, c'est au-dessus de tout. Et donc, c'est conjugalisé, ça veut dire que les allocations familiales et l'impôt sont conjugalisés. Vous êtes obligé de faire une déclaration d'impôt commune à deux, si vous êtes marié ou pacsé. Il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas dire non, on veut faire des déclarations séparées. Et en fait, le système fiscal français fait que, mécaniquement, quand Gwendoline et Richard font leur déclaration d'impôt, ça fait baisser les impôts de Richard, mais ça augmente ceux de Gwendoline. Et comme en plus, nous, on est passé au prélèvement à la source, ça a été une catastrophe pour les femmes en France parce qu'elles n'ont même pas vu qu'elles perdaient de plus en plus d'argent. Et donc, une des demandes, ça serait que les impôts, il y a plein de pays d'Europe où c'est comme ça, où il n'y ait pas de déclaration commune et que chacun fasse sa déclaration de son côté et qu'on paye exactement le taux d'impôt, voilà, de chaque individu. Parce qu'il y a vraiment, dans le système actuel, une récompense. C'est intéressant d'avoir une compagne qui travaille à temps partiel. En fait, ça fait un crédit d'impôt. Déjà, elle fait le ménage gratuitement, c'est super. Et en plus, ça fait baisser vos impôts. C'est vraiment super pour... Et donc voilà, ça serait dans les choses à changer. Il y a ce qu'on appelle la déconjugalisation de l'impôt et des prestations sociales. C'est prévu dans l'impôt. On peut changer le taux entre l'homme et la femme ou on peut décider... Alors, on peut décider de prendre, par exemple, une personne prend 10% et l'autre 5%. Et c'est tout à fait possible. Alors, sur le système français, on a le choix entre deux taux, personnalisés et individualisés. Mais en fait, sur les deux, sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Mais surtout, ça a été très mal expliqué. On n'a pas du tout expliqué aux Françaises qu'il fallait... Le choix par défaut était le choix de tout le monde paye la même chose. Et ça a été annoncé qu'en 2025, ça va être changé. Mais pas tout de suite. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment le système français. Mais il faut le demander. Non, on le fait soi-même. On va sur Oui, il faut aller sur le site, mais en fait, les gens ne le savent pas. C'est 95% des couples n'ont pas changé. Est-ce qu'il y a 2 ans qu'on a encore 5 minutes pour une... Voilà. Un peu d'égalité quand même, parce qu'il y a que des femmes qui parlent. Attention, ce que vous dites. Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais pour les femmes, il y a toujours quand même une certaine inégalité, notamment quand elles choisissent d'avoir des enfants. Donc, ils ne vont pas rattraper ce temps perdu, notamment à la fin, pour la retraite. Il y a toujours cette inégalité existante. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple, quand les femmes elles choisissent le temps partiel pour se consacrer aux enfants, le bien-être de la famille, etc., bien sûr que c'est au détriment de leur personne. Vous avez fait des propositions, moi j'en ai aussi éventuellement une qui pourrait aller dans le sens positif, c'est-à-dire qu'en raisonnant en tant qu'agent économique, et c'est là l'économie est très importante, c'est pour ça qu'il faut avoir une éducation, personal finance, les Américains ils appellent ça, mais franchement c'est très très important. La majorité des gens sont ignorants du point de vue économique, c'est comme ça, ils ne s'intéressent pas. Donc pour les femmes, par exemple, ils travaillent à 60 à 80%, donc pour ne pas payer la crèche, éventuellement cet argent, 1500 ou 2000 qui va partir à la crèche, admettons, cet argent on pourrait rééquilibrer du point de vue du couple parce que le mari gagne plus. Cet argent-là il peut être payé à la femme, soit sous forme d'une assurance vie, soit sous forme d'un bien immobilier. Ça peut être un salaire comme ça, il peut faire ce qu'il veut, à l'investir, etc. Ça peut être un salaire pour les tâches ménagères parce que ça coûte 1000 ou 1500 par mois, ou de prendre une femme de ménage, ça va coûter tant. C'est un raisonnement, je veux dire, il n'y a pas de honte là-dessus, et c'est un raisonnement à avoir et impliquer, et surtout en restant dans l'équilibre, parce que l'égalité, mais c'est plutôt un équilibre dans la famille, parce que l'égalité, c'est un peu, l'égalité, enfin, ça a une connotation négative, mais quand on parle un peu équilibrage... J'aime bien comment présenter, très bon agent marketing. Merci. Didier Lecoq. Ouais, c'est ce qu'on appelait le salaire maternel, mais alors qui a été très décrié dans les milieux féministes parce que ça poussait pas les femmes à aller faire leur carrière, avoir une vie professionnelle, etc. Et qu'il y a un moment, ce salaire maternel, les enfants grandissent, c'est fini, et elles se retrouvaient aussi dans une situation compliquée.
Donc c'est des choses où j'ai pas un avis très tranché, mais je pense pas que ce soit, par exemple, à un gouvernement de mettre en place un salaire maternel, parce que c'est trop piégeux pour les femmes. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'au niveau du couple, on peut se dire, oui, effectivement, si pendant 5 ans, tu es à temps partiel parce que tu t'occupes des enfants, etc., ça a une valeur économique, marchande, et donc moi je compense et je peux te donner effectivement de l'argent sous une forme ou une autre. Mais je trouve que c'est un choix à faire au niveau individuel et qu'au niveau politique national, ça serait trop dangereux parce qu'on va très vite quand même vers les femmes qui retournent à la maison, quoi. Super. On va... Pardon, je vais... Désolée, je vais devoir arrêter ici, mais la bonne nouvelle, c'est que Titu Lecoq, vous êtes prévu pour dédicacer votre livre. À 14h. À 14h, très bien. Parce qu'à 13h, j'ai la RTS avec Chloé Delhomme, ça va être super. Voilà, est-ce que vous savez, parce que c'est ça que je cherchais, sous quelle tente? Parce qu'il y a côté lac, oui, côté... alors je sais très bien, je suis côté lac, et je suis à la place 158. Eh ben voilà, donc vous avez compris les informations. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation. La discussion continue et alors je ne sais pas si vous avez de votre côté quelques informations à donner, peut-être prochaine rencontre en Suisse pour approfondir le sujet ou aller écouter le podcast Rends l'argent, c'est très bien. Non, j'ai les Grandes Oubliées, j'ai écrit une version pour les enfants jeunesse qui va sortir au mois d'octobre. Voilà. Ok, restez informés et pour... Et pour les personnes qui souhaitent poursuivre la discussion à partir du coup de ce livre, Le couple et l'argent, on va organiser, alors je vous informe comme ça et puis les informations vont parvenir, avec une amie, Sylvie Makela, qui a le salon Tribu Urbaine. On va lancer le salon des Simones. Nous sommes 2 femmes noires, donc c'est toute l'idée d'entrer dans un dialogue où on échange sur plusieurs questions et on a sélectionné votre livre comme pour une de nos rencontres. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie de se joindre à nous, les informations circuleront, vous pouvez venir vers moi et je vous donnerai plus d'infos par rapport à cela. Donc encore une fois, merci, profitez de la suite de votre journée et encore une fois, merci à vous Titu Lecoq. Merci à toi. C'était le grand entretien avec Titu Lecoq, enregistré le samedi 2 septembre 2023 au Grenier Bernois par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.